Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. À notre habitude, dans Funambule du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le déni péremptoire. Alors aujourd'hui, je suis vraiment ravi de vous proposer cette émission parce que c'est vraiment une belle émission. Enfin, je suis certain qu'on va faire une très belle émission puisque je suis avec Aurélie Aimé et Sébastien Dundon. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ouais, super, très bien. Bon. Alors, je suis ravi de vous accueillir parce que est sorti sur la chaîne de l'INRES le 21 septembre, si je ne dis pas de bêtises, un documentaire en 3 parties, le jour où les terriens sont devenus extraterrestres. Alors, les vrais explorateurs sont des gens qui vont sur les terres inconnues contre l'avis de tout le monde. On est une créature qui est à la fois animée par cette curiosité de la découverte et aussi une peur du changement parce que changer de territoire, c'est s'exposer à des dangers et donc c'est prendre le risque de mourir. On sent qu'on va quelque part, on ne sait pas où, mais on y va. On est face à quelque chose qui est tellement immense qu'on s'effondre sur soi-même. La Voie lactée est vue depuis l'espace, on se dit, c'est pas possible, on peut pas être seul dans l'univers. Il y en a trop là. Il y a eu un moment frappant où j'étais sorti de la galaxie et j'ai vu un vaisseau extrêmement rapide. Je suis rentré dedans. Et là, je me retrouve dans l'espace, en train de regarder des galaxies, des nébuleuses, des étoiles. On se prend pour des êtres humains. Le jour où on se prendra moins pour des êtres humains, on comprendra qu'on fait partie d'une immense famille et qu'on est comme eux, des extraterrestres, et qu'il n'y a pas de différence entre eux et nous. Depuis des temps immémoriaux, nous tournons notre regard vers le cosmos et depuis peu, grâce aux rapides avancées technologiques, nous voyageons enfin dans l'espace. Cette exploration est-elle une fuite devant nos responsabilités écologiques ou sociales? Serons-nous toujours humains et terriens une fois arrachés à notre planète native? Comment imaginer le contact avec d'autres civilisations? Au plus profond des gènes de l'humanité, un élan irrépressible d'exploration nous guide à chaque étape de notre histoire, des terres inconnues aux océans mystérieux, des tréfonds de notre esprit aux phénomènes inexpliqués de la conscience. Nous explorons des territoires jusqu'alors hors de notre portée. Une nouvelle question se pose alors, l'humanité a-t-elle changé le jour où elle est devenue extraterrestre? Voilà, ça c'est le pitch qui résume, je trouve, très très bien le documentaire. Voilà, alors on ne va pas disséquer le documentaire parce que, bien sûr, amis spectateurs, le but du jeu, c'est que vous ayez envie de le voir. Enfin, j'ai une première question pour Aurélie et Sébastien. Comment s'est passée la genèse de ce documentaire? C'est une envie personnelle ou c'est l'INRES qui est venu vous proposer ce pitch? Comment ça s'est organisé? Seb, je te laisse la main et puis je compléterai si besoin. D'accord. Alors effectivement, la genèse de ce projet, elle est venue de Sébastien Lilly qui m'a contacté sur cette idée-là de l'humain qui a quitté la Terre, est entré dans l'espace et de fait est devenu extraterrestre. Et là-dessus, il voulait me confier un peu les rênes de ce documentaire et donc pour l'écrire, j'ai pensé à Aurélie naturellement parce qu'on avait un petit peu échangé, puis je connaissais son travail et donc on est parti sur cette idée-là et ils nous ont fait une confiance totale sur l'écriture. On a effectivement travaillé en collaboration avec eux, mais on a principalement tout écrit, hein, Aurélie. On a pour le coup. Ouais, je te laisse un peu enchaîner si tu veux. Il y a une magnifique qualité d'écriture, il y a une narration qui est vraiment exceptionnelle. Enfin, vraiment, je trouve. Hein,
Et ce que je disais à Sébastien en off, c'est qu'il y a une qualité de construction du documentaire qui est en 3 parties, 3 parties de 33 à 35 minutes. Il y a une progression qui amène à quelque chose de très intéressant. Voilà. Enfin, vraiment, je trouve la qualité d'écriture magnifique. L'avantage, c'est qu'on connaît tous les deux assez bien ce sujet-là. Moi, je suis plutôt la référente dans le magazine Explorer sur la question qui touche à l'espace, que ce soit autour des extraterrestres, des ovnis, de la conquête spatiale. Et la conjonction de nos deux sphères de connaissances, on va dire, a permis quelque chose qui nous semblait en tout cas percutant et cohérent. Donc, on a voulu emmener le spectateur quelque part, on a voulu raconter une histoire, et d'où ce choix de narration. À travers une histoire, c'est peut-être notre histoire, j'ai envie de dire avec un gros H, l'histoire de l'humanité, puisque vous citez ce fameux, le père de l'astronautique, dont je n'arrive jamais à prononcer le nom parce qu'il est russe et que c'est imprononçable, qui disait « La Terre est notre berceau » et on... Moi, je ne m'y risque pas. Ah, mais d'ailleurs, c'est super drôle parce que dans ce personnage-là, il y a effectivement un travail, c'est assez frappant. Et c'est vrai que la prononciation était super drôle. Et notamment, il y a un petit moment qui était rigolo, c'était durant la voix off. La personne qui a fait la voix off, qui a une super belle voix, là, on a mis, je pense, à peu près un quart d'heure à essayer d'avoir vraiment la bonne prononciation. Tsiolkovsky, c'est pas évident. Ouais, non, moi, j'essaye jamais. Je dis sa phrase que j'aime bien. La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne grandit pas dans son berceau, et ça, c'est tout à fait vrai. Et c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui d'être contemporain de ce basculement de technologie qui nous permettrait peut-être de devenir extraterrestre sur le coup, effectivement, et de pouvoir... Alors, je vais vous poser une question quand même. Explorer, coloniser, envahir, c'est quoi le bon terme concernant notre espèce? Parce que quand même, on n'est pas hyper cool avec les environnements qui existent déjà quand même en général. C'est bien là que réside tout le nœud du problème, c'est-à-dire que si on n'est pas capable sur Terre d'aller rencontrer une altérité en toute bienveillance et dans le respect de leur territoire et de qui ils sont, comment est-ce qu'on sera capable de le faire dans l'univers? Encore faudrait-il qu'il y ait une altérité et qu'on colonise une planète habitée. Si elle est inhabitée, là, ça pose la question de à qui appartient-elle et des guerres qu'on pourrait se mener entre humains à nouveau pour ce nouveau territoire. Oui, parce qu'on le voit aujourd'hui. Alors, il y avait des traités qui avaient été signés en disant l'espace est à personne, la Lune est à personne, donc on n'y va pas, on ne fait pas des forages. Aujourd'hui, on voit que ces traités sont complètement balayés, puisque que ce soit américains, chinois et un petit peu à la traîne, russes et européens, on dit on va aller sur la Lune, on va faire de l'exploration, mais surtout du forage pour des matières premières. Moi, j'ai l'impression que si demain on rencontre une altérité, soit les plus fortes que nous, et on va essayer d'en tirer parti avec peut-être une technologie ou des avantages qu'ils pourraient nous donner, soit les moins fortes que nous, et puis on va l'écraser comme on a toujours fait. Moi, c'est un peu ça qui m'inquiète avec l'exploration spatiale. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est vrai que c'est une question qui est compliquée. Après, on a l'impression quand même d'une certaine évolution et d'une prise de conscience des erreurs du passé. Malgré tout, puis... il y a aussi la question de toutes ces nations spatiales qui essayent de trouver des traités en commun et on se rend compte quand même que les perspectives sont... si on les laisse à des sociétés privées, on se rend bien compte que ça devient incontrôlable et ça va être compliqué de revenir en arrière par la suite. Ouais. Mais moi, je suis toujours un petit peu utopiste là-dessus, mais j'ai tendance à me dire que si on se retrouvait dans la situation d'une découverte d'une exoplanète et qu'on pouvait y aller, j'imagine qu'aujourd'hui, on mettrait dans la navette, on va dire, des sociologues ou peut-être des ethnobotanistes ou peut-être des personnes qui ont participé au documentaire, ces personnes-là, et qu'il y aurait un début de dialogue pacifiste. Après, c'est sûr, il ne faut pas se leurrer, et il y a toujours des intérêts. Après, j'espère juste qu'on ne va pas se retrouver dans la situation d'Avatar. C'est juste voilà. C'est clair, voilà. C'est vrai que Avatar a ce mérite de montrer effectivement que... Mais c'est ce qu'on a toujours fait quand on a envahi, quand on découvert envahi, vous utilisez le terme que vous voulez, l'Amérique du Sud, l'Amérique. Voilà. Et
moi, j'entends qu'on mettra peut-être des sociologues, des philosophes, des choses comme ça, mais on mettra 2-3 fusils laser aussi dans l'équipage. Toujours, c'est ça le souci, ouais, bien sûr. Non, il faut imaginer que ça n'arrivera pas dans les décennies. Il y a quand même peu de probabilités pour qu'on puisse parvenir à atteindre une exoplanète avec des êtres humains vivants dans un vaisseau dans les années qui viennent. Espérons que d'ici à ce qu'on y arrive, l'humanité évolue aussi. On peut pas. C'est difficile de se projeter de ce point de vue-là. Mais c'est difficile dans le contexte actuel où on voit que on a encore un conflit quand même assez violent actuellement, hein, et de se dire bon bah là si on va dans l'espace, on va et alors on va parler justement des intervenants parce que moi j'aime beaucoup les intervenants que vous avez choisis. Justement on va discuter du choix des intervenants. Mais il y a Thibaut Grèce qui est un docteur en philosophie, qui est membre de la commission Sigma 2 depuis pas très très longtemps non plus, et qui est l'auteur de ce livre extraordinaire, La philosophie au risque de l'intelligence extraterrestre, et qui indique bien que c'est vrai qu'au départ, l'espace, c'était quelque chose de sacré, de sacralisé, et puis qu'il a fallu qu'on désacralise l'espace pour pouvoir y aller, parce que les étoiles, c'était des dieux, et on n'allait pas rencontrer des dieux comme ça, où ça allait mal se passer. Comment s'est passé le choix des intervenants? On va les citer. Hein. Il y a, bien sûr, Jean-François Clairvoy, qui est astronaute, bien sûr, hein, qui est exceptionnel. Romuald Le Terrier, qui est ethnobotaniste, spécialiste du chamanisme. Thibaut Grèce, j'en ai parlé. Jean-Pierre Gou, qui est mathématicien. Et puis, bien sûr, alors là, c'est, moi, je le dirais personnellement, une fois que j'ai adoré, ça, voilà, il y aura peut-être des gens qui ne seront pas d'accord, mais moi, j'ai adoré, c'est le choix de Mark Coburn, qui, pour moi, est ce que je disais à Sébastien Hoff, qui est une star, quoi. Enfin, c'est un rocker, quoi. Voilà, il dit ce qu'il a à dire, et si t'es pas content, c'est la même, quoi. Donc, le choix des intervenants est venu assez naturellement. Comment ça s'est passé? On en a discuté. On était d'accord sur le fait qu'on voulait un voyageur astral ou une voyageuse, qu'on était tous les deux fans de Jean-François Clairvoy et qu'il était absolument indispensable. On connaissait aussi tous les deux Thibaut Grèce pour moi l'avoir interviewé et toi avoir écouté des podcasts, me semble-t-il, et lu son livre. Ouais, et puis par rapport à l'autre documentaire que je prépare, j'avais évidemment lu son bouquin, et c'est vrai que Thibaut Grèce c'est arrivé sans qu'on se le dise, absolument naturellement. Ouais. Et pareil pour Jean-François Clairvoy. Et ensuite, Jean-Pierre Gou, si je peux continuer, Aurélie, sur le casting. C'est vrai que Jean-Pierre Gou, c'était une suggestion aussi de l'INRES. Je connaissais son travail rapidement, et c'est vrai qu'il est absolument extraordinaire. Il a un foisonnement de connaissances sur l'espace absolument génial, et en même temps, il ne perd pas du tout cette poésie. L'urgence aussi écologique, c'est vraiment le couteau suisse. Je trouve que ça a été le couteau suisse parfait dans ce documentaire-là, et c'était finalement une super belle surprise. Et là, pour le coup, c'est Sébastien Lilly et David Fressineau qui nous ont conseillé de faire appel à lui. Ils ont bien fait, parce qu'il a vraiment un rôle effectivement charnière, central. Enfin voilà, moi je trouve qu'il a vraiment une place très intéressante dans ce documentaire. Et puis bon, on va en parler, mais c'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui, à mon sens, hein, et je pense que vous confirmerez, de trouver quelqu'un qui puisse parler de voyage astro, qui est une expérience on ne peut plus personnelle, hein, qui n'est pas prouvée, ou peut-être même pas prouvable actuellement. C'est difficile de trouver des gens audibles sur ce sujet sans passer tout de suite un petit peu dans le folklorisme ou dans n'importe nawak. Et Mark Coburn, qui est l'auteur du livre 0,0001%, je rajoute toujours un zéro, mais c'est un titre compliqué. Moi, je trouvais que c'était l'intervenant idéal pour parler de ça, parce qu'il en parle avec beaucoup de recul, de naturel, et puis il n'essaie pas de te convaincre, il te donne sa réalité. C'est ça. C'est ça, ça a été avec Aurélie, on s'est tout de suite rendu compte qu'au niveau de l'astral, c'était assez complexe, parce que, comme ce que tu viens de dire, Pascal, c'est compliqué de trouver quelqu'un qui a une certaine assise, une expérience, et l'astral cosmique, encore une fois cosmique, parce que l'astral terrestre, les voyages, il y a beaucoup de personnes qui peuvent en parler, mais nous, ce qui nous intéressait, c'était le voyage astral dans l'espace. Et on s'est rendu compte avec Aurélie que c'était un peu compliqué.
Oui, parce que bon, alors, le plus connu du grand public, enfin, si tant est qu'on peut parler de médiatisation, c'est bien sûr Nicolas Fraisse, qui, je pense, est la personne qui fait des sorties de corps. Il a fait encore récemment un documentaire sur France 2 et qui a mis quand même les journalistes, très honnêtement, hein, quand même sur les fesses, parce qu'il a obtenu des résultats auxquels il ne s'attendait pas. Mais enfin, Nicolas Fraisse, à la différence de Mark Warburg, a toujours dit, moi, je n'ai pas rencontré de forme de vie intelligente ou de forme de vie lors de mes voyages, quoi. Alors que Mark Warburg dit, moi, dans mes voyages, je rencontre parfois des formes de vie qui ne sont pas de la Terre. Et c'est quand même assez intéressant. Oui, Nicolas Fraisse, me semble-t-il, il avait participé à un documentaire récent de l'INRES et il est plus médiatique. On s'est dit qu'on irait bien vers quelqu'un de moins connu, qui est sujet à polémique, hein. Mark Warburg, on nous a dit des choses assez variées sur son sujet, mais je pense qu'on s'est fié, enfin Seb s'est fié à son feeling et on a trouvé que c'était un mec droit dans ses bottes, ancré surtout. Et ça nous semblait très pertinent. Nicolas Fraisse, par ailleurs, est super, mais on le voit beaucoup. Et, ouais. Non, mais excellent choix. Moi, c'est vrai que. Puis voilà, moi, c'est toujours ce que je dis. Marc, c'est un rocker. Voilà. Du terme rock, hein, voilà, c'est un rock. Il dit ce qu'il a à te dire. Et puis tu prends, tu laisses. C'est pas trop son problème. Il continue d'avancer. Ça, je trouve que c'est une vraie qualité aujourd'hui. Ces personnes qui ne cherchent pas à faire l'unanimité ou absolument à essayer de plaire à tout le monde, de se créer un public ou des choses comme ça. Voilà. Alors, c'est sa vérité, encore une fois. Hein, d'ailleurs, dans le documentaire, vous ne dites pas il a raison, il sait faire. Voilà, vous le laissez s'exprimer. D'ailleurs, vous lui laissez une belle plage. Je pense qu'il y a eu des séquences de tournage assez longues avec lui et c'est bien parce que, voilà, j'imagine que vous lui avez vraiment laissé le temps de s'exprimer de façon tout à fait libre. Ouais, c'était vraiment l'intérêt du documentaire qu'on a écrit là avec Aurélie, c'était de donner vraiment du temps à nos intervenants et ne pas juste venir les filmer une journée ou une demi-journée et se dire au revoir et puis voilà, et après on fait le montage et on fait les illustrations qui vont avec. Le but, c'était vraiment de passer du temps avec eux et de faire des portraits. Alors, on a fait le plus qu'on a pu avec le planning de chacun. Parfois, c'était un peu compliqué, mais notamment avec Marc, on a eu le temps, et ça, c'était bien. On a passé 2 jours et demi. J'ai passé 2 jours et demi à le filmer à ce moment-là. Et c'était vraiment, vraiment super parce qu'il nous a vraiment ouvert la porte de chez lui. Et ce qui est bien, c'est qu'effectivement, c'est un rock. C'est quelqu'un qui a une personnalité vraiment intéressante. Il fait du sport et tout ça. Et j'aimais bien aussi ce côté... voilà, pour arriver à un résultat dans cette pratique de l'astral, il faut travailler, quoi. Et il faut travailler. Lui, il fait beaucoup de sport. Il fait des analogies avec le sport. Il en parle dans le documentaire, mais c'est vraiment important de le rappeler que l'astral, ça paraît très, très simple. On ne passe pas par des techniques chamaniques. On ne passe pas par la méditation sur des années pour atteindre à une conscience modifiée. L'astral, c'est pas on ferme les yeux, on se concentre et on sort de son corps. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et dans ce qu'il dit, en tout cas, ça reste son propos toujours, mais ça demande du temps. Et tous les stages qu'il fait, voilà, exigent quand même une certaine pratique sur la durée. Et c'est ça qui était vachement intéressant, qu'on pose. Et puis ensuite, ce qui était super chouette, c'est qu'au-delà de sa personnalité avec son assise, parce qu'il a quand même des années et des années et des années de pratique, c'est quelqu'un qui a une vraie sensibilité. Et dans le documentaire, il y a des moments où j'aime beaucoup dans cet échange-là, qui était très long, parce que c'est un échange de 1h45, qu'on a réduit en je sais pas, ça devait être quoi, il y a peut-être 20 minutes, 25 minutes à l'image. Et il y avait des moments extraordinaires, on n'a pas pu tout mettre, mais vraiment, de ces voyages aussi dans l'espace, des rencontres avec d'autres entités, les galaxies et tout ça, c'était vraiment, vraiment fou. Et c'est quelqu'un qui vibre et qui garde ce côté un peu comme... avec Jean-François Clairvoy, et c'est ce qu'on avait vraiment souhaité avec Aurélie, c'était avoir gardé ce parallèle entre un explorateur classique, entre la matérialité, matériel, la navette, il monte, et en même temps faire le parallèle avec un autre explorateur qui allait autant dans l'espace selon ce qu'il dit, mais en même temps, c'est une personne qui a une approche plus subtile. Donc, matériel et subtil, et les mettre en parallèle tous les deux. Voilà. J'ai trouvé ça super intéressant, mais alors voilà, je me suis posé des questions, mais je comprends un petit peu mieux maintenant, enfin en tout cas je pense mieux comprendre. Effectivement, il y a des plans où on le voit à la salle de sport, alors c'est pas pour dire qu'il fait du sport et qu'à son âge il se conserve, mais de ce que je comprends, Mark Warburg dit qu'il y a peut-être une relation entre un corps physique bien entretenu et une facilité de voyager, c'est-à-dire de ne pas être pollué par un corps. Moi je vois par exemple aujourd'hui, j'ai une crève de chien, je fais un voyage astral,
ça marchera pas. Parce que c'est ce que veut dire Marc quelque part, c'est qu'il faut être en bonne condition physique pour pouvoir voyager. Je pense qu'il ne pourra pas dire le contraire, mais c'est pas, je ne pense pas que ce soit l'unique, on va dire, Condition. critère pour y arriver. Ouais. C'est en gros ce qu'il explique, c'est qu'il voit plus le sport comme l'exigence, on va dire, de pratiquer régulièrement ce qu'on souhaite mettre en place. En gros, c'est un peu ça ce qu'il dit par rapport à l'astral. L'astral, c'est pas juste on lit un bouquin sur l'astral, et j'en ai un, et on se dit on ferme le bouquin, on se met, on ferme les yeux, on essaye, et puis c'est fini, ça marche pas, donc il doit y avoir d'autres raisons à ça. Non, c'est juste qu'il faut répéter, répéter, répéter. Comme le sport, on répète, on répète, on répète pour arriver à une pratique. Il a un peu étendu sur d'autres pratiques sportives qu'il avait. Il prenait le cas je crois que c'était un art martial, et voilà, c'est toujours la répétition qui permet d'arriver au résultat. Oui, par rapport comme au sport, hein, moi des fois je vois à la salle de sport, je vois des gars qui arrivent, ils font un quart d'heure de n'importe quoi, ils se tuent, se faire un hamburger et une bière, et c'est vrai que j'ai envie de lui dire mec, ça sert à rien, ne viens pas. Exactement, c'est ça. Mais alors justement, on va revenir sur cette j'allais dire antagonisme, mais c'est pas ça. Moi, je pense qu'il y a une transversalité, une complémentarité entre la matérialité, c'est-à-dire les fusées chimiques que nous avons aujourd'hui, et cette possibilité, parce qu'on parle de possibilité, hein, rien n'est affirmé dans le documentaire, qu'on devrait peut-être expérimenter d'autres formes de voyage à travers la conscience et qui nous permettraient peut-être d'aller plus loin et plus vite. Parce qu'on va être clair, aujourd'hui, on sait qu'au niveau de notre technologie, la fusée chimique, elle ne va pas nous amener bien loin, ou en tout cas, ça va prendre beaucoup de temps. Hein, on suit souvent les travaux d'Avi Loeb, de gens comme ça. On ne sait pas aller vite aujourd'hui. Si on allait à 20% de la vitesse de la lumière, ce serait déjà exceptionnel, et je ne pense pas qu'on pourrait mettre des gens dedans, parce qu'ils seraient complètement écrasés par la force G. On avance, mais si on reste sur le physique, on va prendre beaucoup de temps à se déplacer ailleurs, et on n'y arrivera peut-être pas, en fait. C'est un peu ce que dit, ce que dit Jean-François Clairvoy, où lui pense qu'on pourra quand même améliorer fortement la technologie. Il ne s'est pas prononcé, me semble-t-il, sur ce sujet-là, mais c'est quelqu'un de très ouvert en ce qui concerne tout ce qui touche les capacités de l'esprit, et il n'est pas du tout fermé à l'idée qu'on puisse voyager par l'esprit. Et j'ai perdu le fil de ma pensée. Je te laisse reprendre. Plus que pas fermé, parce que c'est vrai que j'ai été étonné de l'entendre quand même. Alors, il n'en a pas dit plus, mais enfin, Clairvoy, c'est pas un affabulateur. Il a indiqué quand même avoir participé à des programmes dans lesquels on essayait de travailler sur les états modifiés de conscience. Et j'imagine bien qu'il n'était pas dans une secte avec 3 fous furieux. Voilà, quoi. C'était quelque chose d'organisé. C'est intéressant si la science s'y met. C'est peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Enfin, voilà, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est quand même ça la vraie piste pour voyager très loin et très vite. Ouais, vas-y. Non, j'allais juste te dire que tout simplement, en physique quantique, on sait que dans certaines conditions, matière, temps, espace sont... Voilà, on sait que ce sont des illusions. Et Philippe Guimand parle très bien pour expliquer... Pour expliquer la technologie, une éventuelle technologie extraterrestre. Donc la science rejoint déjà la spiritualité, fait déjà certains ponts. Enfin, on peut déjà voir quelques ponts entre science et spiritualité. Ça, la science, il va encore très mollo quand même. Mais très mollo, en tout cas certains scientifiques. Ouais. Certains scientifiques à l'esprit ouvert. Ça reste quand même voilà. En tout cas, on est très loin d'un point de vue technologique de pouvoir développer un appareil qui nous emmène dans le temps imparti sur une autre planète qui serait habitée. Tandis qu'avec l'esprit, on est déjà capable de faire des choses. Donc, autant explorer. Voilà. Je te laisse compléter. Ouais, après, c'est vrai que l'espace, honnêtement, parfois, on a l'impression quand même que c'est un peu... c'est pas une supercherie, mais c'est vrai qu'on nous vend vraiment du rêve. Et c'est vrai que toute notre culture, elle est quand même bercée d'aventures, de films, de l'espace et tout ça. Et puis même, on l'a vu dans le documentaire, on a levé les yeux vers le ciel et on s'est rendu compte que voilà, c'est pas juste des points fixes. On s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose, donc il y avait d'autres mondes et tout ça. Donc on a tous cette âme comme ça d'exploration, d'explorateur spatial, qu'on y aille ou physiquement ou par la conscience. Mais c'est vrai que quand on se rend compte de la réalité matérielle, waouh, en fait, c'est le vertige, mais c'est le vertige déprimant. C'est-à-dire, en fait, on ne pourra jamais. C'est pas possible.
C'est très intéressant ce que tu dis parce que vous avez peut-être lu la petite interview de William Shatner, le capitaine Kirk de Star Trek, bien sûr. qui a indiqué, parce qu'il a fait un voyage dans l'extra-atmosphérique avec Jeff Bezos, et c'est vrai que j'ai revu la vidéo et c'est un petit peu... On voit Shatner, quand il revient, Shatner est choqué, mais c'est le terme, il est choqué. Bezos est là, bois un coup, champagne et tout. Bezos est vraiment à son succès, à faire des images pour dire qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je suis fort. Et on voit Shatner qui essaie de lui parler, de lui dire mais c'est horrible là-haut. Et en fait, il a dit j'ai été très choqué parce que j'ai vu là-haut, parce que c'est noir, parce que c'est mort. Il n'en est pas revenu enthousiaste quand même. Et ça, c'est vraiment, finalement, avec Aurélie, on a eu c'est ce qu'on voulait. C'est-à-dire que on ne voulait pas montrer un espace d'une manière un peu angélique. On a voulu montrer, par le témoignage de Claire Voie et aussi celui de Jean-Pierre Gou, montrer un espace hostile, parce que c'est la réalité. C'est-à-dire que voilà, il faut aussi avoir en tête Gravity et tout ça. Et ce film-là qui montre aussi que l'espace, en 2 secondes, on peut mourir, on se retrouve dans le vide spatial et il ne faut pas croire qu'il y a une main extraterrestre qui va se tendre et qui va nous sauver. Et donc, c'est une véritable réalité, c'est dur. Et après, voilà, là, c'est purement le vide spatial, c'est le noir. Ça, Claire Voie, dans le documentaire, il le dit très, très bien. Et on a vraiment souhaité vraiment suivre toutes les étapes du décollage terrestre, vraiment jusqu'à l'espace, montrer un peu comment tout évolue en termes de vue, en termes dans le vaisseau, tout ce qui se passe et tout ça. Et après, effectivement, la deuxième partie, c'est regarder la Terre. Alors, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel, mais effectivement, aujourd'hui, on se rend bien compte que voilà, c'est compliqué au niveau écologique et tout ça, et on se rend compte aussi que, waouh, entre tout ce qui se fait sur Terre, les conflits et tout ça, et on se rend compte, une fois qu'on a pris cette distance-là et on se rend compte que c'est vraiment dérisoire et c'est ridicule, et que finalement, on devrait être animé par autre chose que ces conflits. Et je pense que quand on revient sur Terre, on est émerveillé et atterré aussi. C'est ce qu'on appelle l'overview effect, je crois. C'est ça. Cette espèce de sidération, et vous le rappelez, sidération, c'est lié aux astres, sur le coup, de dire mais c'est beau, mais on est fou, mais il n'y a pas de frontières au final, mais on est en train de fracasser la planète, mais elle nous survivra parce qu'on est une espèce, excusez-moi du terme, mais d'herpès, quoi. C'est-à-dire que si on disparaît, la planète, elle continue, même si elle n'est qu'un rocher. Donc, quelque part, on se tire dans le pied, on ne tire pas dans le pied de la planète, quoi. Et je ne sais plus qui parlait, je crois que c'était Jean-François Clairvoy, de dire il y avait un projet d'amener tout le monde au point de Lagrange, c'est-à-dire 1 million de kilomètres, pour qu'on puisse voir la planète vraiment comme elle est, et puis de se dire qu'est-ce qu'on fait, quoi. Là, on est en train de massacrer notre mère quelque part, quoi. C'est assez fort quand même comme image. Oui, surtout quand on voit ce qui nous attend dans le vide spatial, l'hostilité du vide spatial, la méconnaissance qu'on en a et notre incapacité à ce jour à y survivre. Finalement, c'est Jean-François Clairvoy qui disait que dans un vaisseau spatial, on a bien conscience des ressources, que les ressources sont limitées, que les ressources en nourriture, en eau, et que de ce fait, on doit ne pas gaspiller, prendre soin, évidemment, pas se faire la guerre quand on est quelques êtres humains dans un vaisseau. Finalement, la planète Terre, c'est pareil. C'est pareil, c'est une sorte de vaisseau avec des ressources limitées à se partager. Et à ce jour, on n'est pas capable de le faire. C'est ça qui est fort, c'est de se dire, mais les gars, ça c'est Jean-Claude Bourré qui le fait en général à ses débuts de conférences, et c'est magnifique, qui nous explique qu'au moment où il nous parle, on est en train de voyager dans l'espace, mais à des vitesses absolument folles. La Terre est un vaisseau spatial. Où il nous amène, on n'en sait pas. Moi, quand j'entends ces astronautes, j'ai l'impression qu'ils comprennent qu'en fait, c'est que la Terre, enfin qu'on devrait plutôt jouer un jeu de coopération plutôt qu'un jeu un contre un. Parce que même pour la conquête spatiale, je vois des programmes russes, chinois, européens, américains. Si on travaillait tous sur la même chose, on y arriverait beaucoup plus vite avec des ressources limitées. Enfin voilà, là, c'est peut-être ce qui nous sauverait quelque part en tant qu'espèce, une vraie menace qui nous obligerait à nous enlever plus vite. Mais en même temps, quand je vois comment le virus de la Covid a été traité au niveau international, ça donne pas beaucoup d'espoir quand même non plus, où les gars allaient chercher des masques sur les tarmacs pour les acheter, pour les envoyer plutôt dans leur pays qu'un autre.
je sais pas quoi penser. J'ai l'impression que notre espèce est encore très immature et qu'on n'est peut-être pas prêt tout simplement à aller dans l'espace. Ouais, c'est vrai que c'est la question de l'immaturité, elle est toujours là et c'est vrai que toutes les personnes qui ont intervenu dans le documentaire en ont parlé. C'est vrai qu'on a ce côté immature sur ces questions-là. Ensuite, après, ouais, c'est toujours un petit peu compliqué de se projeter. Mais moi, je trouve quand même que c'est exceptionnel quand même ce qui se fait dans l'ISS. Moi, je trouve ça vraiment magnifique, l'idée de l'ISS. Moi, ça m'a toujours fasciné parce que c'est quand même plein de nations et aujourd'hui, on le voit avec quand même un astronaute qui est russe et qui est là. Je trouve ça tellement beau et je trouve que c'est vraiment… En fait, l'espace, effectivement, on remet souvent en question, effectivement, effectivement, les investissements qui sont énormes et tout ça, mais c'est ce que nous dit… en gros, ça nous apporte tellement de leçons, ça fait avancer la science et ça nous amène aussi cette conscience sur la Terre et plein d'autres choses. Et même si effectivement, là, on parle de ça, on se dit que l'univers, l'espace, il n'est pas à portée de main, mais en même temps, le fait d'y être, on peut apprendre tellement de choses sur nous et sur ce qui nous entoure. Et en même temps, ça peut faire aussi vivre un peu notre Mais oui. espoir en tant qu'humain, c'est-à-dire toutes les nations réunies dans un petit vaisseau spatial qui est pour l'instant l'ISS. Et c'est magnifique, même en temps de guerre, de voir des cosmonautes qui sont dans un petit espace et qui s'entendent et qui travaillent, quoi. Alors, je sais pas si vous avez vu ce fait divers qui est passé. C'est une pauvre japonaise qui s'est fait escroquer 30 000 euros puisqu'elle a communiqué avec quelqu'un qui se faisait passer pour un astronaute russe sur l'ISS et qui disait on ne veut pas me faire redescendre parce que je suis russe, il faudrait m'envoyer de l'argent pour que je me paye mon voyage. Elle a marché, donc Ah ouais, Oui. c'est incroyable. c'était Ah quand même… mince. Mais bon, voilà. Mais dans cette même idée, c'est drôle, il y avait eu dans Gravity, parce que moi, c'est un film vraiment que j'adore. Je ne sais pas si vous aviez vu ils ont fait un petit court-métrage juste après. Il a fait un petit court-métrage juste après où, en gros, on suit le moment où Sandra Bullock, en gros, entre en contact avec quelqu'un qui vit en Sibérie. Et, c'est quelqu'un, radio-amateur, qui réussit à capter Sandra Bullock qui est perdue dans l'espace. Ils ont une discussion complètement dingue. Elle est dans le vide spatial et elle discute avec quelqu'un perdu en Sibérie. C'est exceptionnel de poésie à ce moment-là. Et c'est tellement beau ce passage-là que le réalisateur, il a fait un petit court-métrage juste après où on suit cette même conversation, mais en suivant ce personnage en Sibérie, entrer en contact avec Sandra Bullock. C'est exceptionnel. Et c'est pas un astronaute que j'ai en ligne, c'est quelqu'un qui se fait passer pour… non, mais c'est beau, mais effectivement, moi j'adore cette idée de rentrer en contact. Bon, malheureusement pour cette personne-là, c'est dommage de s'être fait entuber par rien du tout. Bon, voilà, ça fait partie. Effectivement, l'idée de rentrer en contact avec l'ISS, c'était d'ailleurs, souviens-toi Aurélie, on avait aussi l'idée à un moment dans les parties narratives, parce que le documentaire il est illustré de parties narratives, que le spectateur se mette un petit peu aussi à rêver de cet espace et des moyens de l'atteindre. Et on avait pensé effectivement aussi à un passage où la personne essaye de rentrer en communication avec une radio amateur et tout ça. Bon, après, c'était compliqué à mettre en place parce que compliqué pour plein de raisons, mais c'était effectivement cette idée de rentrer en contact avec l'ISS, je trouve ça toujours très poétique. J'ai bien aimé ces plans où on voit cette petite fille. Il y a un petit peu de contact là-dedans quand même. Il y a un petit peu de Jodie Foster quand elle est enfant ou c'est un peu… Je voulais juste dire que, pour terminer sur ce que tu étais en train de partager, Sébastien, qu'on voulait que la partie rêve, la partie imaginaire soit mise en exergue dans le film. Parce que finalement, c'est ce qui nous permet aussi d'imaginer des machines, c'est ce qui nous permet d'évoluer en tant qu'espèce. Et c'est peut-être aussi ce qu'on a voulu mettre en avant au travers de cette petite histoire qui est en fil rouge, au final, au travers de l'ensemble du film. Mais on va rappeler les choses quand même, parce que c'est vrai qu'on cite souvent l'ISS comme un exemple magnifique de coopération internationale, de technologie, mais ISS, c'est un petit machin qui n'est qu'à 400 km. Hein. Enfin, je veux dire, je vous le dis, quoi, 400 km, c'est que dalle. La Lune, c'est 380 000 km. Donc, voilà, il faut quand même remettre un petit peu les choses en… Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Souvent, on dit l'ISS, c'est incroyable. Ouais, c'est 400 km. Donc, c'est beau d'y aller. Mais enfin, c'est pas non plus… Enfin, si on sait faire que 400 km, on n'est pas arrivé. Hein. Ça, c'est… voilà, ouais, évidemment. Après, on rentre dans le milieu à ce moment-là, mais que ce soit 400 km, on rentre quand même dans un milieu complètement hostile qu'on ne connaît pas, qui est l'espace, et où
tout est compliqué et on rentre dans un monde alien en soi. C'est que Oui, on mais c'est ça. et Mais- il est à 4 kilomètres. C'est le titre du documentaire, et c'est vrai que c'était intéressant d'entendre Clairvoy qui dit, mais quand vous allez dans l'espace, et on a fait cette expérience, il a été fait, j'ai pas fait moi, il a été fait cette expérience des jumeaux, un qui est resté sur Terre, un qui est allé dans l'ISS, qui est resté un petit moment quand même, je crois que c'est entre 6 mois et 1 an, et quand ils sont revenus, je crois qu'un des jumeaux était un peu plus grand que l'autre, quoi. Enfin, voilà, donc ne serait-ce que se passer du temps à 400 km, déjà physiologiquement vous changez. Si un enfant devait naître et vivre sur la Lune, il lui serait presque impossible de se réadapter à la vie sur Terre parce que la pesanteur l'écraserait, quoi. C'est-à-dire il n'aurait pas le système musculaire pour pouvoir supporter la pesanteur. Donc, et puis on parle même pas de Mars. C'est vrai que c'est intéressant. Il y a toute une littérature sur ces gens qui naissent sur notre planète et qui au final, un petit peu comme les premiers Américains, de dire nous on est Américains, on n'est plus Anglais, donc on veut faire une session. Enfin voilà, c'est pas inintéressant de se dire, et c'est peut-être tout le titre du documentaire, le jour où les terriens sont devenus extraterrestres, à partir du moment où on s'arrache de la Terre, on n'est plus que terrien, on est aussi, je sais pas comment on peut dire, universaliste, universitain, je sais pas. Ouais. C'est vrai qu'on est extraterrien dans le documentaire. Peut-être, là-dessus, mais c'est vrai que c'est compliqué à définir et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est vrai qu'il y a plein de choses à redéfinir et à remettre à plat. C'est ce que disait aussi Romuald Le Terrier à un moment. Il disait que c'est ce qui est fou avec Mars. Effectivement, ça pose énormément de questions et on sait très bien que Elon Musk, il nous vend du rêve et qu'il y a une impossibilité réelle pour plein de raisons et que la vie sur Mars est à ce jour vraiment une utopie. Mais ce que disait Romuald Le Terrier, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on arriverait sur Mars, on recréerait, on va dire, les conditions de la vie et on repartirait de zéro. Et c'est vrai que c'est fou, c'est ce côté un peu colon pour le coup, mais dans la plus belle expression possible, on va dire, ce serait vraiment on repartirait de zéro sur une terre vierge. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça qui est beau aussi d'imaginer, même si on sait que physiologiquement, c'est compliqué. Au final, quand on voit ce documentaire, moi, je me pose la question, on ne peut pas envoyer toute l'humanité dans l'espace pour qu'elle voie la Terre, pour qu'elle se rende compte des fragilités, mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant de balancer au moins sur l'ISS ou sur des voyages extra-atmosphériques, comme l'a fait Shatner, d'envoyer nos hommes politiques, c'est-à-dire les gens qui ont un peu de pouvoir, qui ont quand même un poids, de les envoyer là-haut, peut-être pour des fois un petit peu les calmer et leur dire « Oh les gars, faites pas n'importe quoi, parce que vous pouvez avoir un impact très fort sur notre environnement. » C'est sûr que s'il y a des personnes qui auraient besoin de l'overview effect et d'une épiphanie, ce sont nos dirigeants. Après, est-ce qu'ils mettraient leur propre vie en jeu pour aller vivre cette expérience? C'est mieux. Mais en tout cas, je trouve que c'est une sacrée bonne idée, Pascal. Bravo là-dessus. Et je pense que tu peux lancer le G7 dans l'ISS. Moi, je fais un documentaire là-dessus, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas embêté par les altermondialistes, ils ne pourront pas y être. Hein, donc là, il n'y aura pas de manif, de machin, de bidule. D'ailleurs, Bill Nelson, le patron de la NASA actuellement, est un ancien astronaute. Et je crois que ça joue fortement quand même sur les orientations que prend la NASA aujourd'hui. Non pas qu'ils disent que les extraterrestres sont là, mais il y a une ouverture de dire, écoute, étudions le sujet parce que c'est carrément intéressant et ce serait quand même fou qu'on soit tout seul là-dessus. Voilà. Écoutez, je vous propose qu'on arrête là cette interview. Je vous le redis, j'ai trouvé ce documentaire fabuleux, vraiment exceptionnel, hyper bien construit. Ce que je disais à Sébastien Hoff, qui pourrait tout à fait être projeté dans une classe de lycée et qui même, c'est pas qui pourrait, qui devrait être projeté dans les classes de lycée. Vous y pensez, hein. Voilà. Pour justement dire aux adolescents, l'espace c'est chouette, l'espace c'est notre avenir. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que les fusées. Peut-être qu'on peut peut-être qu'on peut envisager d'autres formes de déplacement. Et ça, c'est quand même riche. Voilà. Donc, moi, j'adorerais que ce documentaire soit projeté dans une classe de lycée. Et je pense que les lycéens seraient absolument emballés par ce documentaire. Voilà. S'ils ne regardent pas leur téléphone, bien sûr, pendant que le documentaire passe. Voilà. Donc, je voudrais remercier, alors on les a cités, mais bien sûr, remercier Sébastien Lilly, qui a participé très activement à ce documentaire, et puis aussi David Fressineau, qu'on salue. On lui fait un bisou. Hein, et puis, voilà, abonnez-vous à l'INRES, c'est
très rentable par rapport aux documentaires de qualité qui y sont passés. Et encore une fois, Aurélie Sébastien, un grand bravo pour ce documentaire. Sébastien, on aura peut-être un nouveau documentaire l'année prochaine. Oui. Je suis dessus l'année prochaine, c'est absolument sûr. Et donc là, je suis au montage actif. Ouais. On n'en dira pas plus, mais on aura l'occasion de s'en reparler quand il sera sur les antennes, effectivement. Bien, chers amis spectateurs, comme d'habitude, si vous avez aimé cette émission, bien sûr, petit pouce bleu, c'est important pour l'algorithme. N'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la petite cloche. Et puis, si vous voulez nous donner un petit coup de main financier, vous avez un petit icône merci, ou vous pouvez aller sur le Tipeee, TIPEEE du Maybe Planet pour faire une petite donation financière. Aurélie, Sébastien, un grand merci. Et puis, j'espère qu'on se reparle très rapidement sur les antennes du Maybe Planet. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.